Leçons de vie. Vous voulez que je parle des leçons de ma vie? Les leçons de vie que vous connaissez en apparence ou celles qui vous ont été longtemps cachées? Posez vos questions. Bien entendu que nous allons vous poser des questions. Bienvenue sur le plateau de Leçons de vie, votre magazine biographique, vous l'avez constaté. Il s'appelle Rasmane Ouedraogo. Il est célèbre, il est talentueux et il est l'invité du jour. Rasmane Ouedraogo, encore appelé Razo pour ses intimes, est une personnalité célèbre du cinéma africain. Il a vu le jour le 6 août 1953 à Damdola, dans la province du Yatenga. C'est un infatigable qui a plusieurs cordes à son arc. Il est cinéaste-réalisateur, producteur, comédien, conseiller de presse et technique de l'information. Formé au Burkina Faso, en France, en Belgique, notre invité a occupé de nombreux postes de responsabilité. Il a été de 1981 à 1985 responsable du service production du Centre national du cinéma de Ouagadougou. De 1996 à 2001, à la direction de la cinématographie nationale, chef du service juridique et de la réglementation, enseignant et encadreur de stages en production. Secrétaire général adjoint de la Fédération panafricaine des cinéastes de 1985 à 1993, président du conseil d'administration du FESPACO, président de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Expert au compte de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, membre du comité directeur de la Croix-Rouge burkinabé, instructeur sécuriste, la liste est loin d'être exhaustive. Rasmane Ouedraogo a été acteur de nombreuses productions cinématographiques. On peut citer entre autres Yaba, Boudiam, À nous la vie, Sia, Le rêve du python, Kadijoli, Ina, Mounia et Rama, Ouagasaga, Trois hommes, un village, La nuit de la vérité, Superflic, Tilai. Rasmane Ouedraogo a reçu 2 distinctions majeures au Burkina Faso. Chevalier de l'Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication à Grave Cinéma, officier de l'Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication. Razo est un activiste, il est marié et est père de 2 enfants. L'invité de Leçons de vie a décidé de partager ses expériences personnelles sans langue de bois. Richard Tiene, ton son sana Razo Monsa. Nous venons à l'instant de suivre votre biographie à travers la rubrique Zoom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous avez décidé de nous amener où exactement? Présentez-nous le cadre. Ici, nous sommes à l'Institut supérieur de l'image et du son, où je suis enseignant. Donc, je vous invite à découvrir un peu le cadre dans lequel je travaille présentement. Bien sûr, on vous connaît plus en tant qu'acteur, comédien, mais peu savent que vous êtes enseignant. Vous enseignez quoi exactement ici? J'enseigne ici la production, l'initiation à la production. J'enseigne aussi des matières de promotion. Mais mon enseignement ne s'arrête pas uniquement ici. Je suis aussi enseignant à l'ENAM, où j'enseigne sur des matières portant sur l'économie créative, sur les politiques culturelles, sur les industries culturelles. En temps normal, vous êtes à la retraite? En temps normal, je suis à la retraite, mais j'ai décidé de continuer cette partie des activités de ma vie parce que j'ai un devoir de transmission et de retransmission d'un savoir que je pense devoir partager avec mes jeunes enfants aujourd'hui. Avant d'en arriver là, il a fallu tout un parcours, une éducation également à votre niveau. Parlez-nous de votre enfance. Comment la trouvez-vous? Est-ce que vous étiez heureux ou vous avez vécu une enfance difficile? J'ai passé une enfance, j'allais dire, très rapide.
parce que j'ai d'abord vécu, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai fait une grande partie de mon enfance au Mali, parce que mon père était fonctionnaire de l'administration coloniale. De Haute-Volta, il a été affecté au Mali très tôt. Et c'est là qu'il a connu donc ma mère, et c'est de là que nous sommes nés. Donc j'ai passé une enfance heureuse au bord du Yoliba, au bord dans les champs, dans les rizières, derrière mon père qui était responsable de l'agriculture et de l'élevage, parce qu'à ce moment, c'était les deux dont il s'en occupait. Donc j'ai passé cette enfance-là à côté de lui, mais ça s'est malheureusement interrompu très vite à cause des aléas politiques, parce que vous vous rappellerez qu'autour des années 60, c'était le régime de Modibo Keïta, qui, à un certain moment de son parcours politique, a viré vers le socialisme à l'époque, qui était un peu vu comme le mal. Et moi, mon père était partisan d'une autre personne qui militait dans le RDA. Et à cause de ces faits, de ce que je connais en tout cas de ce moment, mon père a été obligé de quitter le Mali précipitamment. Et donc, une interruption brusque dans le déroulement de mon enfance. Et je me suis retrouvé à Waïguia, affecté, confié à des parents de mon père pour assurer la continuation de mon éducation. Vous aviez quel âge quand vous quittez le Mali? J'ai quitté le Mali quand j'avais encore l'âge d'une dizaine d'années. J'étais autour de 10 ans. Et donc, ce passage vous a marqué? Ce passage m'a beaucoup marqué parce que d'abord mon départ du Mali a été, j'allais dire, très violent. Je me rappelle toujours que c'est un vendredi, on était allé comme tous les enfants de l'époque pour aller chercher des galettes à la mosquée, et on est venu nous chercher parce qu'il fallait quitter sans délai la région. J'étais de la ville de Nyono. On a quitté, on nous a propulsés comme ça dans des camions qui devaient rentrer rapidement en Haute-Volta. Et à l'absence de notre père, parce que lui, pendant ce temps, il traversait le Mali, mais à pied, pour pouvoir éviter d'être pris par la police politique. C'était aussi rigoureux que ça, aussi dur que ça? Et il était politiquement autant engagé pour subir un tel sort? Vous savez qu'au lendemain de nos indépendances, c'était des partis uniques, des partis d'État. Donc, il n'était pas question de parler d'autres aspirations politiques. Et quand vous ne partagez pas à l'époque les aspirations des hommes forts de l'époque, c'était se taire ou disparaître. Et je me rappelle d'ailleurs que certains de ses compagnons ont été exilés dans la mine de Kaoudeni, notamment Philidabo Sissoko. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Mali, il est mort dans des conditions difficiles parce qu'il était exilé là. Moi, mon père a pu s'enfuir et rejoindre son pays d'origine, la Haute-Volta. À Waïguia, une fois que vous quittez le Mali, vous êtes à Waïguia. Comment s'est passée alors votre enfance? Une enfance un peu en terre inconnue. Parce que déjà, je venais, je ne partageais pas la même langue. Je parlais le Bambara. Et là, je suis obligé d'apprendre à parler le Moré. Mieux, j'ai été confié dans un premier temps à un frère de mon papa qui m'a amené dans la région de Tougan. J'ai fait la suite de mon école à Biba, précisément, à 9 km de Toma. C'est là où j'ai eu mon certificat d'études primaires en 1966. Vous parlez de certificat d'études primaires à l'école primaire, justement. Quelles étaient vos matières de prédilection? Moi, j'aimais beaucoup la dictée, j'aimais beaucoup le français, les rédactions. Ça, c'était mes matières de prédilection. Mais j'étais très faible en calcul. Et des jeux quand même, entre copains? Le football, comme tous les enfants, le football n'était pas très développé. Il n'y avait même pas de ballon. Les seuls ballons qui existaient, on les faisait avec des chiffons. Donc, ce n'était pas tout le monde qui adorait ce jeu-là. Nous, on était plutôt pour les battus en brousse, aller chercher la cueillette des fruits en brousse,
Oui, ça, c'était notre jeu. L'essentiel de notre jeu était ça. Mais comme je parlais de Tougan, c'était plutôt la lutte à la récréation. Et comme moi, je suis arrivé, je ne savais pas que c'était la pratique. Et je vous avoue que les premiers moments, j'ai souffert. Les petits samots m'ont terrassé. M'ont beaucoup terrassé. Voilà, vous êtes très fidèle en amitié, nous a-t-on laissé croire. Et à ce sujet, nous nous sommes rendus à Kosodo, dans un secteur de Ouagadougou, une localité située pas loin de Lumbila, on dira. Et nous avons rencontré un de vos amis, il s'appelle Monsieur Sey. Ah oui. Il vous connaît énormément, il a beaucoup d'estime pour vous. Son avis. Rasman, que j'appelle vieux frère, on se connaît depuis 1968. Je puis vous rassurer qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes comme des frères. Nous sommes des frères. Voilà. Donc ce qui nous lie, c'est une amitié très profonde. C'était donc à ma 5e. Nous étions en classe, en 5e, dans la même classe. Et 69-70. Et là, je suis tombé malade, j'ai eu l'ictère, ce qu'on appelait couramment la jaunisse. Et je vous rappelle que nous étions tous à l'internat. Vous savez, dans ce genre de cas, le bruit donc courant comme quoi l'ictère, c'est une maladie contagieuse. Alors, vous ne pouvez pas imaginer, tous les petits amis que j'avais à l'internat, tous me fuyaient. Rasman, qui est aujourd'hui mon vieux frère, était le seul, je dis bien le seul, à me fréquenter et qui venait régulièrement à l'hôpital, parce que j'étais hospitalisé à l'hôpital à Waiguia, et qui m'amenait des fruits. Alors, j'insiste sur cet aspect-là parce que il n'avait pas de ressources, hein. Comme moi, on était tous des élèves. Mais comment il s'est débrouillé pour aller acheter des fruits, m'amener ben voilà un fait qui, à mon sens, quand même, mérite d'être relaté. Razo, donc, on l'appelait en ce moment donc Yoni. Yoni, parce qu'il fut un temps, il s'était amusé à toucher au Yoni, et qui a dû donc le machiner. Depuis là, on l'appelait Yoni. C'est quelque chose qui a été déjà dit entre lui et moi déjà. Vous savez que l'homme naît, il grandit, il meurt. Alors nous nous sommes dit quand même que le jour où moi je ne serai pas là, en tout cas j'ai souhaité, au niveau de ma famille, que la première personne qu'il faudrait donc alerter, ce sera lui. Et je veux qu'il le sache également. Nous nous sommes dit déjà cela. Il se rappelle. Voilà. Entre lui et moi, ce n'est pas qui va aller avant qui, mais toujours est-il qu'en tout cas, le jour que moi, en tout cas, je serai juste partir avant lui, je souhaiterais encore qu'il soit le tout premier averti. Qui sera donc, qui viendra se pencher sur mon corps. Et je veux qu'il le sache. Et ça, c'est important. Nous venons à l'instant de suivre un témoignage assez émouvant. Vous avez un commentaire à faire par rapport à ce que vous avez suivi, bien entendu. Bah oui, le commentaire que je puisse faire, c'est qu'il a révélé le serment commun que nous nous sommes fait. C'est vrai que je partage ce même serment. À l'inverse, moi aussi je souhaite que quand je ne serai pas de ce monde, qu'il soit la première personne à s'arrêter sur mon corps. C'était un secret entre vous? C'est un secret entre nous que nous avons partagé avec des personnes proches, parce que quand ça arrive, ce sont ces genres de personnes qui peuvent transmettre ce que furent nos desiderata. Dit que maintenant tout le monde est au courant. Mais tout le monde est au courant. Ça ne vous gêne pas? Ça ne gêne pas. Peut-être, ça révèle seulement aussi que l'amitié peut être très profonde et arriver à ce degré d'engagement dans la vie. Comment vous avez connu Sey? Je l'ai connu sur les bancs de l'école au CG de Waiguia. Lui, son papa était commandant de cercle à Goursi et il venait faire l'école à Waiguia. Ils avaient d'ailleurs pour tuteur le commissaire de la ville qui plus tard
par des choses de la vie, je suis devenu son beau-fils, peut-être 30 ans après. Mais à l'époque, ils étaient là-bas et on était ensemble au CG de Waïguia. Et c'est là où on s'est pris d'amitié. D'abord, comme toutes les personnes qui se rencontrent dans ce genre de situation, on a partagé ensemble nos désirs d'aller au cinéma, d'aller au kermesse, de courir nos premières copines. Voilà, ça a d'abord commencé comme ça, comme des situations qui naissent forcément dans des cadres pareils. Dans ce qu'il a dit, il y a deux choses d'assez capitales qu'on retient. Premièrement, il était malade, et là, gravement malade, une maladie contagieuse en plus, ouais. Mais vous avez le courage de l'approcher. À l'époque, était-ce une situation d'un jeune inconscient où vous le saviez, mais par amitié? Du fait de la profession de mon père, je savais que c'est une maladie contagieuse. Mais il fallait que quelqu'un soit à côté de lui. Entre les deux, j'ai choisi d'être à côté de lui. Ensuite, il y a les fruits que vous achetez. Comme il a dit, vous n'étiez pas aussi nanti que lui. Et comment cela est possible? Je n'étais même pas nanti, mais j'ai développé des initiatives dans les portefeuilles de ma mère ou de mon père pour pouvoir... Vous êtes servi dans les portefeuilles de maman pour pouvoir acheter forcément, les fruits? puisque je ne savais pas, il n'y a C'est pas d'autre endroit. C'était pour la bonne cause, disons. Pour la bonne cause. Alors, vous êtes sensible à la situation souvent des détresses des autres. Est-ce cela qui vous a motivé, une fois adulte, à vous intéresser au secourisme? Ce qui m'a amené à la Croix-Rouge, c'est parce que le Burkina Faso, vous savez, a traversé de longues périodes de sécheresse. Et nous nous sommes donnés volontaires pour aller, pendant longtemps, en suspendant mes propres cours, en suspendant ma scolarité, pour aller partager les vivres dans le Sahel. Je l'ai vécu. J'ai vu de la détresse humaine. J'ai vu l'homme attraper des insectes pour manger. J'ai vu des enfants mourir sur le dos de leur mère qui marchent sans savoir que l'enfant était mort. Je l'ai vécu. La grande sécheresse au Burkina Faso ici, je l'ai vécu au Sahel. Durant tout ce temps, en faisant abstraction à ma formation, en faisant abstraction à tous les avantages que m'offrait la vie. Je suis allé rester en brousse. Jeune, quels étaient vos rêves professionnels? J'ai toujours voulu soigner, j'ai voulu faire comme mon père, soigner. Parce que vous l'accompagnez souvent quand il allait rendre visite à ses patients. Oui. Et qu'il recevait. D'ailleurs, nous, notre maison a beaucoup plus ressemblé à un dispensaire qu'à une maison normale. Parce que mon père avait ouvert notre cour à tous ceux qui souffraient. Et nous avons, le fait de l'avoir assisté, à créer forcément en nous aussi ce sentiment de l'amour du prochain. On se pose alors la question, s'il était autant passionné de la santé, pourquoi n'a-t-il pas fait des études en médecine? Pourquoi il devient acteur de cinéma? Pourquoi il se rit de la vie alors qu'à un certain moment de lui-même sa vie, il en a presque pleuré? Les téléspectateurs l'auront sans doute constaté, la nuit tombe très vite en ce moment sur Ouagadougou, d'où ce changement de temps. Mais nous continuons. Mais nous continuons. Et ça tombe bien, nous allons partager une leçon de vie presque au clair de lune. Merci beaucoup. Oui. Écoutez, ce n'est pas l'envie de faire la médecine qui m'a manqué. Mais vous savez bien qu'il faut un certain nombre de prédispositions, notamment être fort en mathématiques. Or, moi, je n'étais pas fort dedans. Et d'ailleurs, même avec Sey, on était un peu complémentaires. Moi, lui, il était le matheux et moi, j'étais le littéraire. Donc, mais je suis quand même resté dans ce domaine-là par l'esprit, puisque vous l'avez, on l'a rappelé tantôt, j'ai fait la Croix-Rouge. C'est que quelque part, j'ai voulu partager mon besoin d'apporter de l'aide à autrui. Tant il est vrai que faire la médecine, c'est aider autrui.
Bon, donc voilà, c'est comme ça. Je me suis inscrit à l'université de Ouagadougou. L'Institut d'éducation cinématographique INAFEC venait d'être créé. En fait, était à sa 2e année, puisque je suis de la 2e génération. Je me suis inscrit avec en tête d'être réalisateur, peut-être? Avec en tête d'être réalisateur. Et je suis sorti effectivement avec le diplôme de réalisation. Maintenant, je sais quelle est la question que vous voulez poser. Pourquoi on ne connaît que cet aspect de comédien? Oui, par exemple. Écoutez, c'est parce que justement, j'étais de la 2e année et les étudiants de la 1re année devaient faire leur film de sortie. Ils avaient donc recruté des comédiens pour faire le travail. Seulement, j'étais là, ce jour-là, durant le tournage, et le comédien qui était censé jouer le rôle n'arrivait pas à rendre. J'ai demandé à remplacer pour essayer d'indiquer comment moi je comprenais le jeu. Et la promotion, de façon unanime, a décidé qu'il fallait que je continue le film. Je viens de Boquin, c'est le titre. Et c'est le premier film que je faisais. Et depuis lors, ça n'a pas arrêté. Viens nous aider à faire ça, viens nous aider à faire ça. Moi aussi, j'ai pris peut-être goût. Et on me connaît davantage plus sous cette image-là qu'autre chose. Mais il y a un rôle qui vous colle pratiquement à la peau aujourd'hui. C'est celui du monsieur qui est tout le temps énervé. Vous avez remarqué? Est-ce que les réalisateurs, quand ils viennent vers vous, ce n'est pas surtout la tendance? Moi, je crois que c'est la tendance, mais en même temps, ça traduit aussi, et ça, c'est une critique que je fais, ils n'ont que cette vision d'un comédien. Or, un comédien peut présenter plusieurs facettes. D'autres l'ont compris et d'autres l'ont exploité à bon compte, à bon escient. Et donc, je veux dire, c'est bien qu'ils aient insisté sur ce côté, mais ils auraient aussi pu chercher autre chose que ça. Bref, des fois, moi-même, je me sens frustré de ne devoir jouer que ces rôles-là. Parce que je sens par rapport à un scénario donné, je sens qu'il y a des rôles que j'aurais pu rendre autrement, mais c'est vrai que nos réalisateurs aussi ne vont pas loin dans la recherche, dans la caractérisation de leurs comédiens. Qu'est-ce qui est stimulant dans le cinéma pour vous? Pourquoi vous êtes autant déterminé? Parce que quand on vous voit jouer, votre jeu d'acteur est quasi excellent. Quelque part, quand on vous confie un rôle comme ça, c'est pour vraiment incarner. Ce n'est pas pour faire semblant, mais c'est pour être. Et pour être, il faut soit l'avoir été ou connaître bien ce dont il s'agit. Ça veut dire que pour un rôle donné, soit par l'expérience personnelle, je connais la situation, ou alors je me force à aller connaître au plus près la réalité de cette situation pour pouvoir l'exprimer dans la réalité. Comment vous jugez alors le jeu d'acteur de nos jeunes comédiens aujourd'hui au Burkina Faso, par exemple? Même pour beaucoup. C'est-à-dire il y a un travail à faire. Le rôle, ce n'est pas seulement de lire un texte. Ce n'est pas seulement de réciter un texte. Parce que même réciter un texte, même avoir la voix, ça s'apprend. Mais aujourd'hui, si je pose la question, combien de comédiens peuvent se lever, aller par exemple en brousse et réciter un texte à haute voix seul pour avoir la voix? Être comédien, ce n'est pas juste être dans un générique. C'est savoir que, c'est prendre déjà l'engagement en soi-même que je veux réussir à rendre un rôle qu'on me confie. Donc je me donne toutes les chances, je crée toutes les conditions qui vont faire que je puisse effectivement rendre ça. Mais en retour, je veux aussi, parce que, et ça c'est du point de vue des réalisateurs, on vous appelle à 1 jour, à 10 jours du tournage d'un film, on vous donne un texte. La première préoccupation d'un comédien à ce moment-là, c'est de connaître seulement le texte. Il ne connaît pas l'environnement dans lequel doit se passer ce film.
Il ne sait pas quelles sont les motivations du réalisateur qui a écrit ce scénario. Et vous voulez qu'il rende quoi? Qu'il soit seulement une présence ou bien qu'il rentre dans une histoire qui n'a pas commencé avec lui, qui a eu un début quelque part et qui va avoir une fin quelque part. Et dans laquelle votre rôle est une contribution dans la construction dramatique de l'histoire. La faute est partagée. J'allais en venir parce que vous prenez Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, lauréat de l'étalon de Yenenga, et puis après, plus rien. C'est des années de FESPACO, les FESPACO se succèdent et le Burkina Faso, pays du cinéma africain, est apparemment en marge des distinctions, des trophées. À qui la faute? La faute, elle est partagée et à plusieurs niveaux. Je vous ai parlé déjà, on a parlé déjà de l'acteur. Si on parle de l'acteur, c'est parce qu'on parle de la qualité d'un film. Du point de vue de la qualité des films, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nos réalisateurs font? Et quelle est la part de responsabilité de nous, comédiens? Ça, c'est une première responsabilité à situer. Nous avons cru la résoudre en créant des écoles, des institutions de cinéma, mais est-ce qu'aujourd'hui, ces institutions-là répondent à ce besoin? C'est des questions qu'il faut poser et auxquelles il faut répondre. Deuxièmement, Burkina Faso, capitale de cinéma. Vous savez, on ne se chatouille pas pour rire. On ne se chatouille pas pour rire. Pendant longtemps, on s'est gargarisé du fait que Burkina Faso est justement capitale du cinéma. Mais quand on ne fait rien pour prouver cela, à un moment donné, la vérité finit par se savoir. Il y a des pays qui ne sont pas cités à cet exemple-là, mais qui font des productions chaque année. Ça veut dire qu'une politique a été mise en place qui permet la production cinématographique, qui permet l'exploitation cinématographique, qui permet la diffusion cinématographique. Aujourd'hui, vous faites un film, à part le ciné Nerwaya, où vous allez projeter ces films. Où? La quarantaine de films qui étaient dans les régions, allez-y voir ce que c'est. C'est des moutons qui sont dedans. Des salles de ciné, vous voulez dire? La quarantaine de salles de cinéma sont devenues aujourd'hui autre chose que des salles de cinéma dans les provinces. C'est dû à quoi? À un désintérêt ou alors à une méconnaissance de la culture ou du moins de ce que peut apporter la culture en termes d'industrie culturelle, en termes de développement. Ailleurs, les pays asiatiques ont commencé le cinéma après nous, historiquement. Même il y a des pays qui sont nés après nous et qui ont commencé bien après le cinéma. Mais où ils sont aujourd'hui? Si nous sommes devenus des grands consommateurs de leurs œuvres. Là, ce n'est plus le comédien qui parle, c'est le politique qui est en vous qui s'exprime en ce moment. Mais je ne peux pas détacher l'un de l'autre. Je vais y revenir. C'est parce que merci. Sous la Révolution, Sankara avait ouvert un pan. Il s'était intéressé à la culture. Et le FESPACO, il en avait fait presque l'affaire du Burkina Faso à l'époque. Mais à sa mort, il y a eu des difficultés et vous étiez parmi ceux-là qui étaient obligés d'aller négocier avec les réalisateurs, avec l'international, pour qu'on puisse continuer de venir visiter le Burkina Faso, de venir voir des films au Burkina Faso et même de retenir cet événement dans l'agenda culturel de l'Afrique. Vous savez, avant d'arriver à cette question, je veux rapidement vous rappeler quand même que c'est sous la Révolution en 84 qu'à Gawa, des personnes ressources, des personnes de la culture, des acteurs de la culture ont été réunis pour réfléchir autour du thème de la culture.
en court, moyen et long terme. Et tout de suite après, la révolution de façon volontariste s'est engagée pour promouvoir la culture. C'est vrai que Thomas Sankara avait une prédilection spéciale pour le cinéma. Il y a donné vraiment, il a ouvert, il a facilité à l'époque la production cinématographique. En tout cas, l'élan de la production cinématographique. Et cet élan a été salué par toute l'Afrique, par toute la diaspora. Mais l'homme est mort. Burkinabés savent comment. Ça a été une tragédie. Et comme c'est le cas dans notre Afrique, quand vous n'êtes pas là, tout ce que vous avez fait, il faut travailler à l'effacer, vos œuvres. Et les cinéastes, justement pour montrer leur solidarité, pour montrer leur attachement, pour montrer leur reconnaissance à ce pays et à cet homme, beaucoup ont décidé à l'époque que quand ils vont venir au FESPACO, ils souhaitent pouvoir aller s'incliner sur sa tombe et présenter leurs hommages à la famille. Cette idée n'a pas été acceptée facilement à l'époque. Et les cinéastes, en réponse, avaient commencé à manifester un désir de boycott. Et j'ai été, avec 3 autres camarades, le 4e est décédé, chargé d'essayer un peu de recontacter les cinéastes et de pouvoir réconcilier les esprits pour que le FESPACO puisse se tenir immédiatement. Mais pour beaucoup, la question de rendre les hommages à Thomas Sankara était une condition non négociable. Et quand nous avons rendu compte de cela aux autorités de l'époque, ça n'a pas été bien accueilli. Sous la Révolution, comment vous finissez juge? J'ai été, c'est vrai, juge du premier tribunal populaire en Haute-Volta. J'ai été de ceux qui ont jugé l'ancien président Lamizana. Et vous étiez parmi les premiers Burkinabés, sinon le premier à sortir hors du pays avec le drapeau national, la bannière étoilée. Comment cela est arrivé? Non, j'allais en mission en Finlande au nom de la Croix-Rouge et le pays venait de changer de drapeau et de nom. Donc je l'ai amené et au cours de la réunion, je l'ai présenté comme étant les nouvelles couleurs du Burkina Faso. Ça s'est passé en Finlande, à Helsinki précisément. Vous devez suffisamment manquer à votre famille parce que de temps en temps, vous êtes parti. À ce sujet, nous en avons la confirmation avec votre épouse qui a dit que par moments, ce n'était pas simple. Ouais. Nous l'avons interrogée, ainsi que des proches également à vous. Nous suivons dans la rubrique Avis et vous allez commenter leur réaction tout à l'heure. Il est un père assez gentil avec ses enfants, mais je trouve que ça fait un peu grand-père, puisqu'il n'a pas cette trempe de sévir quand il le faut, parce que il a toujours un petit peu de pitié envers ses enfants. Il en a 2, une fille et un garçon. La fille n'est pas là présentement, mais le garçon est là. Je ne sais pas comment vous décrire ça, mais c'est presque des copains. C'est toujours la main comme ça. Alors papa, ça va, ça passe. De ce côté, je trouve qu'il devrait être un peu plus dur. C'est un bon papa puisque il m'a suivi sur le plan émotionnel, à l'école. Il était très attentif. Il m'a dirigé, il me permet de suivre mon chemin. Tonton Razo, c'est vraiment un homme de paix, qui est vraiment très pieux. Côté prière, il est vraiment très pieux. Et quand il est avec nous, il est très aimant. Voilà. Il aime
il conserve les valeurs africaines. Il aime chaque fois nous rappeler que nous devons chercher à nous connaître, chercher à se rassembler, être toujours ensemble et se soutenir. Ce que j'admire en lui, c'est qu'il sait faire la part des choses. Il m'a toujours protégée contre l'extérieur. L'extérieur, ça veut dire quoi? Les gens avec qui il travaille. Bon, comme les jeunes comédiennes, etc., etc. Bon, il ne mélange pas son foyer avec son travail. Il me laisse un peu sortir et il me laisse un peu partir dans son bureau. Bon, ce qu'il aime manger en général, c'est les nourritures africaines traditionnelles. Il a été élevé dans le système Mossi et moi je suis Djoula. Bon, nos nourritures ne coïncident pas souvent. Bon, il fait appel à une de ses sœurs, bon, qui lui fait les nourritures traditionnelles Mossi et qui amène, bon, on mange, mais généralement, moi j'ai la fine bouche, je goûte juste, mais il en raffole. Donc je respecte son goût. J'ai été intéressé, mais il m'a dit que c'est un monde très complexe, puisqu'il m'a dit, bon, ces relations ne sont pas forcément mes relations. Quand je vais arriver là-bas, il faut que je le prenne tout à zéro, rentrer dans le domaine, connaître les acteurs, les réalisateurs, ainsi de suite. Généralement, quand je critique, pas lui, hein, quand je critique, comme ça, quand je critique, ça il n'aime pas, quelle que soit la personne. Il n'aime pas qu'on radote dans sa maison, qu'on critique, qu'on parle d'autres personnes. Donc, il n'aime pas ça. Et il devient très, très violent. Mais il ne tape pas. Hein. Il est fâché. Je sais qu'il est fâché. Mais jamais à la main. Il dit à l'école d'apprendre mes leçons. Ce que j'aimerais te dire, c'est que tu sois plus présent à la maison. Il y a eu des moments où on avait à peine 10 jours à rester ensemble. Il était toujours dans les avions, il voyageait. J'étais seule à la maison avec les enfants. Bon, je gérais souvent mal. À part ça, bon, rien d'autre. Hein. Vraiment, il a assumé. Tu as fait ton travail de père. Donc, je souhaite que ton fils, en voyant cela, se mette au sérieux et puis qu'il fasse aussi la part des choses. Donc, la famille, c'est important. Donc, je dois respecter mon père, je dois respecter ma mère. Et que, bon, c'est la culture africaine qui veut ça. Et que nous soyons toujours ensemble. Et que les enfants soient bénis. Et que Dieu te protège. Papa, j'aimerais te dire que je t'aime et je t'aimerai pour toujours, pour l'éternité. Sur terre comme dans les cieux. J'aimerais toujours partager tes idées, continuer ta lignée. Être toujours fier de toi. Et que tu sois fier de moi. Madame, votre fils, votre nièce et votre petit-fils, quelle réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? Bon, ça me fait quelque chose, j'apprends des choses, mais peut-être que je soupçonnais aussi, notamment tout ce qui concerne mon comportement. C'est vrai que j'ai un comportement spontané. Je ne veux pas l'injustice. Je ne veux pas le mal d'autrui. D'ailleurs, chaque matin quand je prie, après ma prière, je demande à Dieu de faire en sorte que par mon action, par ma pensée, je ne puisse pas faire mal à quelqu'un. Or, comme elle l'a dit, même critiquer participe à faire mal à quelqu'un. Vous pouvez critiquer quelqu'un, mais de façon honnête, mais votre critique va déconstituer un obstacle pour lui ailleurs. Si moi je vous critique ici, sur le plan professionnel, à d'autres personnes, désormais quand il va s'agir d'engager peut-être un caméraman ou bien un réalisateur, on va dire, j'ai entendu que. Donc de par votre parole, vous avez contribué à créer un problème à quelqu'un d'autre. Bien sûr. Je ne veux pas ça. Et madame l'a dit, vous aimez les mets africains, burkinabés spécifiquement, mais aussi vous êtes un cordon bleu quand il s'agit de faire la cuisine occidentale. Quel est votre plat de prédilection? Dans le plat traditionnel, j'aime tout ce qui
est fait avec des feuilles. Et dans ce que vous-même vous savez faire par rapport à la cuisine européenne? Par rapport à la cuisine européenne, j'avoue qu'il y a une large palette. Parce que je me suis exercé à le faire tout le temps, parce que je sais que ça plaît aux membres de ma famille. Donc j'aime beaucoup faire des essais, j'aime créer. Je suis capable, aujourd'hui c'est peut-être un don aussi, de sentir une arôme qui va me revenir peut-être des mois après et je vais chercher à la reconstituer. Je suis capable de ça. Mais ça, c'est peut-être un don en moi qui fait que j'aime vraiment faire la cuisine. Ce que j'ai regretté de ne pas savoir faire, c'est la couture. J'aurais voulu aussi faire de la couture. Pas pour moi, mais c'est un domaine que j'aime beaucoup. Vous avez d'autres dons peut-être insoupçonnés? La surprise, c'est avec des proches à vous que nous avons interrogés. Nous suivons. Il était très attentionné à tout le monde. Si tu ne revenais pas vite de l'école, il pouvait même aller à ta recherche et te ramener à la maison. En tant que secouriste même, il mène cette vie-là même dans sa vie normale. Parce qu'il aime porter secours à qui que ce soit. Grand frère, continuez ce que vous avez commencé et persévérez ainsi. Monsieur Ouedraogo, c'est vraiment quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé sa belle famille. Il a mis vraiment tout son amour comme s'il était de notre famille. Alors on le remercie beaucoup et nous l'admirons beaucoup pour ça. Et on le respecte beaucoup pour avoir vraiment été des nôtres. Et comment vous trouvez leurs propos? C'est des propos élogieux à votre endroit. Oui, parce que par rapport d'abord à l'intervention de ma petite soeur, ça dit, je ne sais pas, c'est comme un besoin pour moi, c'est d'aller vers quelqu'un, de porter secours. Je ne peux pas souffrir de voir quelqu'un d'autre souffrir. Et deuxièmement, j'efface vite tout ce qui peut constituer des obstacles entre des personnes. Je préfère oublier que de l'entretenir. Par rapport à ma belle-mère, je vais dire, ma belle-sœur, bon, leur famille aussi a su m'accueillir. Leur famille a su m'accueillir. D'abord dans le fait d'avoir épousé ma femme. Ça a été phénoménal. C'est-à-dire que je ne m'y attendais pas. Moi, je suis l'enfant d'un rien, entre guillemets. Et elle était enfant de commissaire. Ce que je vous dis là, si vous vous reportez à ces périodes-là, vous savez quel était le fossé qui était entre nous. Et cette fille-là, que j'ai connue, et avec qui j'ai eu la permission d'approcher, a été d'une simplicité avec moi et d'une probité morale telle que une semaine après notre première sortie, et ça c'est la révélation que je fais aussi, je suis allé demander un jour comme ça, je suis rentré dans leur cour, son père était en train de manger, j'ai demandé à le voir, il est sorti, j'ai dit je veux marier votre fille. Il était en train de manger? Oui, et j'ai dit je veux marier votre fille. Il s'est étonné, il dit comment ça? Comme ça? J'ai dit oui. Il y a eu quelque chose entre vous? Non. Vous vous connaissez avant? Non. Mais je viens de la connaître. Parce que j'ai voulu faire des choses avec elle et elle m'a dit, dans ma religion, on ne le fait pas tant qu'on n'est pas en foyer. Ça m'a ébranlé. Ça a ébranlé mon esprit de jeune coq qui se rend compte qu'ailleurs, il y a ces valeurs-là. Et ils m'ont demandé, mais comment faire? Est-ce que vous avez quelqu'un ici qui peut au moins se mettre devant? Et effectivement, là encore, je me suis retourné vers mon ami Sey. Et son père, quand je suis allé aussi lui poser le problème, était étonné. Mais ils se connaissaient déjà parce qu'il était le premier commandant de cercle de
de Koudougou. Et mon beau-père était le premier commissaire de police de Koudougou. Donc, les choses, le hasard faisant, il s'est levé, il est allé demander la main. Un lundi, il est revenu, il m'a dit, bon, le jeudi prochain, tu te maries. Tu as quoi comme argent? J'ai dit, je n'ai rien. Il dit, bon, essaie de trouver 10 000 francs pour venir, pour faire le mariage. 10 000 francs à l'époque, c'était beaucoup. Oui. C'était à peu près en quelle année? En 80. Que je me suis marié, 34 ans aujourd'hui. Et il n'y a pas eu de nuage. Et cette femme-là est extraordinaire. Vous savez, elle est intellectuelle, elle a fait ses études en Grande-Bretagne, elle a enseigné en Grande-Bretagne, mais jusque là où je vous dis, elle ne sait pas où est son compte bancaire. Son salaire est viré sur moi. Il faut le faire. Et tous mes frères ont été scolarisés grâce à cet apport-là. Jusque là où je vous parle, on est à 34 ans de mariage. Elle n'a jamais été à la banque pour toucher une seule fois son salaire. Elle enseigne l'anglais aujourd'hui. Elle enseigne l'anglais. Elle est à la retraite, comme moi. Mais elle continue de donner des cours à des enfants qui en ont besoin. C'est fort comme confidence. Oui. Alors nous passons à présent à la rubrique cliché où vous commentez des photos. C'est le jour de mon mariage, mon point de départ pour la vie. Et ça vous marque à vie. Ah oui, On sait pourquoi cela vous marque à vie, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment un moment assez émotif. Je ne peux pas oublier ça. Ouais. Ah, ça c'est avec des groupes d'amis, et ça c'est à La Havane, à Cuba. Et évidemment, j'étais allé représenter le cinéma africain parce que à un moment de ma vie, j'ai été secrétaire général adjoint de la Fédération panafricaine des cinéastes. Donc à ce titre-là, j'ai été invité à Cuba. Mais comme vous saviez aussi, à Cuba, y vivent des gens qui, au niveau de la lutte révolutionnaire, y pullulent. Donc voilà, vous reconnaîtrez par exemple Haïlé Guérima, tout jeune. Il y a même Philippe Savadogo qui est au fond là. Et puis l'américaine là, c'est une militante, une ancienne Black Panther, les Panthères, les Noirs. Donc j'étais un peu dans c'était dans ce milieu-là que je me plaisais. Le côté révolutionnaire de l'homme en image. Mon côté révolutionnaire. Ah là, c'est le film Yamdabo de Idrissa Ouedraogo. Vous voyez à l'extrême gauche là-bas, c'est ma mère qui n'est plus de ce monde. Et ça me fait toujours quelque chose de la voir. Et je me rappelle toujours de sa voix quand je vois l'image. Je vois toujours les conditions dans lesquelles on a tourné. C'est des images qui me restent gravées dans le cœur. Alors, nous sommes presque au thème de cette émission. Il est en ce moment question de... Il s'agit maintenant de vous proposer des questions classiques, des questions que nous posons à tous les invités de Leçons de vie. Vous avez quelques secondes seulement pour répondre. D'accord. Alors, la première question. Quel est le jour le plus heureux de votre existence à maintenant? Quel est le jour ou l'événement qui vous a marqué? C'est le jour de mon mariage. Le jour de votre mariage. Oui. Et le moment le plus difficile? Le moment le plus difficile a été le jour de la mort de ma mère. Mais également celui de mon père, ça m'a marqué parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de médicaments à Waïguia, à l'hôpital. Et j'ai pris l'ordonnance pour venir à Ouagadougou, ici à Mobilette, pour acheter le médicament. Et quand je suis retourné, je suis arrivé avec le médicament, mais lui-même, il était parti. Et on a pris ce médicament-là pour soigner une autre personne. D'accord. Et si vous deviez renaître, est-ce qu'il existe des pans chez vous, des facettes de votre vie que vous aimeriez voir changer? Si je devais renaître, je choisirais de rester beaucoup plus avec ma famille. Vous avez entendu tantôt ce que mon épouse me reprochait au niveau de l'éducation de mon enfant. C'est vrai,
le fait d'avoir toujours été en train de partir a fait que, à un moment donné, il y a eu un vide et que je travaille aujourd'hui à rattraper, et notamment en le rapprochant à moi par rapport à la pratique religieuse. Peut-être c'est une façon pour moi de rattraper les choses. J'aurais préféré ne plus occuper ces mêmes responsabilités-là. Devant une difficulté quasi insurmontable, qu'est-ce que vous faites? Je me confie à Dieu. Le Seigneur, je me confie à Allah, maître de l'univers. C'est lui qui crée, qui m'a créé et qui sait quelle solution il peut apporter à mon problème. Quel message pour la jeunesse en quelques mots? C'est d'abord d'aimer ses parents, son pays, d'accepter de travailler d'abord pour sa famille et son pays, de toujours se poser la question, de par mon action, qu'est-ce que j'apporte aux autres? De par mon action, qu'est-ce que je peux retirer aux autres? Si on a tout ça comme toujours une préoccupation cardinale, on réussit la vie. Que l'égoïsme ne paye pas, qu'il faut toujours penser aux autres, qu'il faut toujours être généreux et bon. On est toujours récompensé en retour. Mais il faut savoir travailler, il faut aimer le travail. Il faut travailler et chercher à découvrir autre chose. Il faut aller plus loin que ce qu'on vous montre aujourd'hui, que ce qu'on vous donne aujourd'hui en termes d'éducation. Il faut aller plus loin, il faut aller rechercher toujours plus loin. C'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on se forme. L'école n'est qu'un moment. Même la maison n'est qu'un moment. C'est le contact avec les autres qui enrichit. C'est la recherche des autres qui enrichit. C'est aller vers l'inconnu qui enrichit. On dit qu'on s'enrichit en voyageant. Ce n'est pas seulement le terme voyager. Dans ce voyage-là, il y a beaucoup de choses. Bien sûr. Et je les invite à voyager. Bien sûr. Pas à voyager pour aller s'amuser, à voyager pour apprendre, pour aller au contact des autres. Une belle leçon de vie. Alors, on termine par les questions bonus. Vous avez un proverbe dans votre ethnie que vous traduisez en français pour nos téléspectateurs. Quand on crache, on se couche et on crache en l'air, on a toutes les chances de recueillir la salive sur sa propre poitrine. Et le chant, à présent? Non, ça, je ne suis pas très... Je sais qu'on nous a dit que vous n'aimez pas aller au stade parce que vous n'aimez pas les défaites, surtout des étalons. Mais le chant, quand même, un peu, vous êtes essayé de temps en temps. Non, j'ai été... C'est vrai que c'est des aspects auxquels je ne me suis pas trop... je n'ai pas été trop danseur, je n'ai pas été trop musique. De temps en temps, vous fredonnez quelques airs, quand même, d'artistes que vous aimez tant, un peu quand même. Mais j'aime écouter, c'est vrai. Et j'allais dire que ça me manque même. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est maintenant que je redécouvre la musique de mon terroir. Maintenant que j'ai le temps, la nuit, je sors sur ma terrasse, j'écoute le liwaga, j'écoute le bango. Mais c'est des choses qui m'ont manqué parce qu'à l'école, je n'ai pas appris. Quand je suis venu à Ouagadougou, j'ai été vite déraciné. Je n'ai pas été au contact de ces musiques-là. Maintenant, je le fais. Si vous pouvez vraiment être gentil et ne pas me demander de chanter, ça va être pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Mais quels sont les artistes que vous appréciez, par contre? Les artistes musiciens. Oui. Par exemple, je découvre Bob Sana. La philosophie de ses chants. Parce que ce n'est pas forcément la voix, mais ce qu'il dit dans ses chants, c'est extraordinaire. J'ai aimé Georges Ouedraogo, parce que il est des rares musiciens qui ont pu transformer le moré en musique. Parce que le moré n'est pas une langue chantée. Le moré est fait pour être dit, parce que c'est une langue dure. Mais lui, il a réussi à le faire. J'ai aimé Bill Akakora et puis la défunte Diatta, parce qu'ils ont aussi su mettre en valeur la musique Gouroussi. Je crois que
Voilà, c'est rapidement comme ça. C'est des artistes que vous appréciez. J'apprécie beaucoup. Vous avez su Et dans mettre... mon milieu, je voudrais quand même tirer un chapeau à un homme comme Idrissa Ouedraogo et à une femme comme Kadi Diallo, qui vraiment avec qui j'ai de très bons rapports professionnels. Vous avez su valoriser cette émission avec ces moments partagés avec les téléspectateurs, cette expérience de la vie, de leçons de vie. Je suis certain que certains téléspectateurs en ont appris en stock. La charge était assez intéressante, la charge émotionnelle dans cette émission. Merci pour ce moment partagé avec vous, avec nos téléspectateurs. Nous disons merci aux téléspectateurs de BF1, la télé au cœur de nos défis. Et nous vous souhaitons une bonne suite en suivant le reste de nos programmes. Rendez-vous dans les jours à venir avec d'autres invités et d'autres leçons de vie à partager.